Vous êtes dans mon siège et vous devez bouger maintenant. Ces mots ont déclenché une guerre à 10 000 mètres d'altitude. Cela arrive tous les jours. Quelqu'un se sent en droit. Quelqu'un juge un livre par sa couverture et quelqu'un pense pouvoir intimider pour obtenir ce qu'il veut. Mais cette fois, la femme qui criait ne déplaçait pas seulement une fillette de 7 ans. Elle défiait par inadvertance l'une des femmes les plus puissantes de la logistique mondiale. Elle pensait voler un siège hublot à une mère sans défense. Elle ne réalisait pas qu'elle était assise à côté de la femme qui se rendait à Londres pour décider du sort de l'entreprise de son mari. Attachez vos ceintures et préparez-vous. Parce que les turbulences que vous êtes sur le point de vivre n'ont rien à voir avec la météo. L'air à l'intérieur de la cabine première d'Air France à l'aéroport Charles de Gaulle sentait le cuir coûteux et cette propreté aseptisée spécifique qui n'existe qu'à l'avant de l'avion. C'était un mardi matin chaotique à Paris, du genre où la pluie frappe les fenêtres du terminal en nappes grises et furieuses. Mais à l'intérieur de la cabine, l'ambiance était censée être sereine. Nina Roussel ajusta le col de son trench coat en cachemire beige. Elle était épuisée. Pas le genre de fatigue qu'on obtient après un long jogging ou une mauvaise nuit de sommeil. Mais la fatigue profonde jusqu'au os de la conclusion d'une fusion de 400 millions d'euros tout en gérant simultanément l'emploi du temps de gymnastique d'une fillette de 7 ans. Nina avait 34 ans, fondatrice et PDG de Roussel Maury Logistique, une entreprise qui était discrètement devenue l'épine dorsale du transport de fret transatlantique au cours des 5 dernières années. Pour l'observateur occasionnel, cependant, elle n'était qu'une femme noire en leggings avec un chignon décoiffé tenant une brique de jus de fruits. « Maman, je peux appuyer sur le bouton maintenant ?» Nina regarda Maëlle, sa fille. Maëlle vibrait d'énergie, ses cheveux tressés rebondissant alors qu'elle fixait les commandes du siège inclinable du Hana. « Pas encore, ma chérie. Laisse les gentils monsieur et madame finir de charger les bagages. » murmura Nina en souriant. Elle vérifia à nouveau sa carte d'embarquement sur son téléphone. Siège Hana pour Maëlle, siège un byte pour elle. Elle avait payé plein tarif, près de 12 000 euros pour la paire, parce qu'elle avait besoin que Maëlle dorme pendant ce vol. Demain serait un grand jour à Londres. Nina aida Maëlle à s'installer en Hana, arrangeant son iPad et son lapin en peluche, Monsieur Carotte, sur la table d'appoint. Nina prit le 1 byte, le siège côté couloir juste à côté d'elle. Elle sortit son ordinateur portable, ayant l'intention de réviser les dossiers d'acquisition de Morrow Global, l'entreprise britannique de transport maritime en difficulté qu'elle allait potentiellement sauver. La cabine se remplissait hommes d'affaires en costume anthracite, influenceurs prenant des selfies avec leur champagne pré-départ, et le mélange habituel de voyageurs fatigués. Puis elle arriva. Elle balaya la cabine comme un front orageux. Une femme de la fin cinquantaine portant une veste en tweed Chanel qui criait vieille fortune et portant un sac Birkin qui coûtait plus cher que la voiture de la plupart des gens. Elle avait un visage anguleux et tranchant et des cheveux blonds coiffés en un casque de perfection. C'était Madame Hélène Moreau, bien que Nina ne le sache pas encore. Pour Nina, c'était juste une passagère bruyante se plaignant de l'humidité. La femme s'arrêta dans l'allée, vérifiant son billet, puis regarda le Hana. Elle regarda Maëlle, une petite enfant noire, regardant joyeusement Peppa Pig avec des écouteurs. Puis elle regarda le hublot. La femme ne parla pas à Maëlle. Elle ne parla pas à Nina. Elle se tourna simplement vers l'hôtesse de l'air, un jeune homme nommé Julien, qui avait déjà l'air dépassé. « Excusez-moi » dit la femme, sa voix portant cet accent parisien du 16e arrondissement distinct qui implique des écoles privées et des maisons d'été à Deauville. « Il y a une erreur. J'ai demandé un siège hublot. Je m'assois toujours en Hana. » Julien vérifia sa carte d'embarquement. « Madame, votre siège est le 2A, juste une rangée derrière. C'est aussi un siège hublot. Je n'aime pas la rangée 2. La cloison de la rangée 1 a plus d'espace pour mon sac, » claqua-t-elle, gesticulant vers le Birkin. Elle tourna son regard vers Maëlle. « Et franchement, je ne pense pas qu'un enfant ait besoin d'être au premier rang. C'est gaspillé pour eux. » Nina leva les yeux de son ordinateur portable. L'air dans la cabine sembla chuter de 10 degrés. Elle prit une respiration, se rappelant sa formation en relations publiques. Désamorcée. « Sois la plus grande personne. Excusez-moi, » dit Nina, sa voix calme mais ferme. « Y a-t-il un problème ?» La femme, Hélène, reconnut finalement l'existence de Nina. Elle la regarda de haut en bas, ses yeux s'attardant sur le chignon décoiffé et les leggings. Un sourire narquois toucha ses lèvres. « Je règle simplement une erreur de siège avec le personnel, » dit Hélène avec dédain. Elle se retourna vers Julien. « Déplacez l'enfant. Je vais prendre le 1A. Elle peut avoir le 2A. C'est la même chose pour elle. » « Ce n'est pas la même chose, » dit Nina en fermant son ordinateur portable. « C'est le siège que j'ai payé, et elle a 70 ans. Elle est assise à côté de sa mère. » Hélène laissa échapper un rire aigu et incrédule. « Oh, vous êtes ensemble ?» Elle fit une pause, ses yeux se rétrécissant.
Écoutez, j'ai une réunion très importante à Londres. J'ai besoin de me reposer. Je ne peux pas avoir un enfant qui gigote à côté de moi ou devant moi. Déplacez-vous simplement à l'arrière. Vous serez plus à l'aise à l'arrière de toute façon. L'implication restait suspendue dans l'air, lourde et toxique. L'arrière. Elle ne voulait pas dire la rangée 2. Elle voulait dire l'arrière de l'avion. Madame. Julien tenta d'intervenir. Ces passagères ont des cartes d'embarquement valides pour les 1 A et 1 byte. Hélène l'ignora. Elle s'avança, dominant Maëlle. Maëlle retira ses écouteurs, l'air effrayé. Maman. Ne t'inquiète pas, Maëlle, dit Nina en détachant sa ceinture de sécurité et se levant. Elle n'était pas grande, mais elle avait une présence qui pouvait faire taire une salle de réunion. Madame, vous devez vous éloigner de ma fille et prendre votre siège assigné. Rangée 2. Hélène ne recula pas. Elle se pencha plus près, baissant la voix en un murmure dur. Écoutez-moi. Je suis membre Platine Flying Blue. Mon mari connaît le vice-président des opérations de cette compagnie aérienne. Voulez-vous vraiment faire une scène pour un siège que vous avez probablement acheté avec des miles sous un bon de surclassement? Soyez reconnaissante d'être dans cette cabine. Nina sentit la chaleur monter dans son cou. Ce n'était pas le droit qui piquait. C'était l'hypothèse. L'hypothèse qu'elle n'appartenait pas. Que son argent n'était pas assez vert. Que sa fille était un obstacle, pas une personne. J'ai payé plein tarif, dit Nina, sa voix glaciale. Maintenant asseyez-vous. Hélène ricana. Elle regarda autour de la cabine, cherchant des alliés. Vous pouvez croire ça? Demanda-t-elle à un homme en indé. Il baissa précipitamment les yeux sur son journal. Hélène se retourna vers Nina, son visage se tordant en un rictus. Bien, on va faire ça à la dure. Elle laissa tomber son lourd sac Birkin sur les genoux de Maëlle. Maëlle hurla naï. Ce fut le moment où le monde s'arrêta pour Nina Roussel. Nina ne cria pas. Elle ne donna pas de coup de poing. Elle bougea avec la vitesse terrifiante d'une mère protégeant ses petits. Elle attrapa le sac Birkin et le poussa fort contre la poitrine d'Hélène. Ne la touchez jamais, gronda Nina, s'avançant dans l'allée, bloquant effectivement Hélène. Jamais. La cabine devint silencieuse. La musique jazz douce jouant sur les haut-parleurs semblait moqueusement joyeuse. Vous m'avez agressé, hurla Hélène en serrant son sac. Vous avez vu ta. Elle m'a agressé. Julien, l'hôtesse de l'air, fut maintenant rejoint par la chef de cabine, une femme à l'air sévère nommée Sophie. Mesdames, s'il vous plaît, nous devons nous calmer. Je la veux hors de cet avion, cria Hélène, son visage devenant rouge. Elle est violente. Elle est agressive. Je ne me sens pas en sécurité. Sophie regarda entre les 2 femmes. Elle vit Hélène, une femme blanche en pleurs en Chanel, et Nina, une femme noire furieuse en sweat à capuche. Nina vit le calcul se produire dans les yeux de Sophie. Elle l'avait vu 1000 fois auparavant. Le biais qui n'était écrit dans aucun manuel, mais qui était pratiqué dans toutes les institutions. Madame, dit Sophie en tournant son corps vers Nina, j'ai besoin que vous baissiez la voix. Je n'ai pas élevé la voix, dit Nina en articulant chaque syllabe. Cette femme a jeté un sac sur mon enfant. Elle me l'a jeté. Mentit Hélène, des larmes coulant maintenant sur son visage. C'était une performance digne d'un César. Je lui ai juste demandé de changer de siège pour que je puisse travailler. Et elle est devenue folle. Elle est manifestement instable. Sophie se tourna vers Nina. Madame, venez avec moi à l'office. Nous devons discuter de ceci. Je ne quitte pas ma fille. Si vous ne coopérez pas, je devrai appeler la police de l'aéroport. Menaça Sophie. Nina regarda Maëlle. Maëlle pleurait silencieusement, serrant Monsieur Carotte. L'injustice brûlait dans la poitrine de Nina comme de l'acide. Elle regarda Hélène, qui tamponnait maintenant ses yeux avec un mouchoir, un sourire caché derrière le tissu. Bien, dit Nina, je vais vous parler. Elle s'agenouilla devant Maëlle. Bébé, remets tes écouteurs. Regarde le film. Maman va juste parler à la dame en uniforme bleu. Je suis juste là, d'accord? Maëlle hocha la tête, terrifiée. Nina marcha vers l'office avec Sophie. Le rideau fut tiré. Écoutez, soupira Sophie, son ton condescendant. Madame Roussel, c'est bien ça? Nous avons une politique de tolérance zéro pour l'agression. Madame Moreau est une cliente très fidèle. Elle est membre Diamant et je suis une cliente payante dont l'enfant a été agressé. Rétorqua Nina. C'est votre parole contre la sienne, dit Sophie en croisant les bras. Et franchement, elle est très bouleversée. Pour maintenir la paix, je vais devoir vous demander de déménager. Déménager où? Nous avons 2 sièges en classe à faire, rangée 15. Nina la fixa. Vous voulez me rétrograder après qu'elle ait essayé de voler mon siège? C'est la seule façon de désamorcer la situation, à moins que vous ne vouliez être escorté hors de l'avion. Leva un sourcil Sophie. Le capitaine a déjà été informé d'une perturbation. C'était un jeu de pouvoir classique et dégoûtant. Il voulait qu'elle se soumette.
Il voulait qu'elle prenne l'arrière du bus pour que la femme blanche riche puisse être à l'aise. Nina regarda à travers la fente du rideau. Elle vit Hélène s'installer dans le siège 1A, le siège de sa fille. Maël se tenait dans l'allée, serrant son lapin, l'air perdu, tandis qu'Hélène la chassait comme un chien errant. Quelque chose en Nina se brisa. Mais ce n'était pas une rupture de rage. C'était une rupture de clarté. Elle se souvint de qui elle était. Elle se souvint de la réunion à Londres. Elle se souvint du nom de l'entreprise qu'elle acquérait. Moreau Global. Moreau. L'esprit de Nina s'emballa. Hélène Moreau. Elle sortit son téléphone. Elle n'avait pas encore de Wi-Fi, mais elle avait un signal à la porte. Elle chercha rapidement Moreau Global PDG Famille. Les résultats se chargèrent. Philippe Moreau, PDG. Épouse Hélène Moreau. Nina sentit un sourire froid se répandre sur son visage. L'univers ne fournissait pas seulement le karma. Parfois, il l'emballait avec un ruban. Hélène Moreau n'était pas juste une passagère impolie. Elle était la femme de l'homme que Nina allait rencontrer. L'homme qui suppliait l'entreprise de Nina de les racheter pour éviter la faillite. Hélène se rendait à Londres pour la même réunion. Probablement pour jouer le rôle de l'épouse de soutien au dîner de célébration qu'ils avaient prévu. Nina regarda Sophie, la chef de cabine. « Je ne vais pas en ranger 15. Alors vous descendez, » dit Sophie en atteignant l'interphone. « Non, » dit Nina doucement. « Je vais passer un coup de fil et ensuite vous allez demander à Madame Moreau de bouger. » Sophie rit. « Je ne pense pas que vous compreniez comment ça marche. »« Je comprends parfaitement. » dit Nina. « Donnez-moi une minute. Si j'ai tort, je descendrai de l'avion moi-même. » Sophie hésita, puis vérifia sa montre. « Une minute. On repousse dans 5 minutes. » Nina déverrouilla son téléphone. Elle n'appela pas le service client. Elle n'appela pas son avocat. Elle fit défiler ses contacts jusqu'à ce qu'elle trouve un numéro qu'elle n'avait reçu que pour les urgences absolues concernant l'acquisition. C'était le numéro de portable personnel de Philippe Moreau. Elle appuya sur appel. Ça sonna 2 fois. « Allô, c'est Philippe », répondit une voix britannique stressée. « Philippe », dit Nina, sa voix douce comme de la soie. « C'est Nina Roussel. »« Nina, bon sang, êtes-vous déjà à Londres ? Nous ne vous attendions que demain matin. »« Je suis encore à Paris, Philippe. Je suis en fait dans l'avion en ce moment, sur le tarmac à Charles de Gaulle. »« Oh, merveilleux. Bon voyage. Nous sommes très impatients de conclure cet accord. Le conseil est prêt. Il pourrait y avoir un problème avec l'accord, Philippe. » Silence à l'autre bout. « Quoi ? Pourquoi ? Est-ce la valorisation ? » « Non, » dit Nina en regardant à travers le rideau Hélène qui sirotait maintenant un mimosa pré-départ dans le siège 1A. « C'est un problème de personnel. On me fait actuellement expulser de mon siège en première classe par une femme qui a agressé ma fille et prétend être votre femme. » Le silence à l'autre bout était assourdissant. Puis un bruit étranglé. « Hélène. Elle est sur ce vol ? » ?»« Elle l'est. Elle est actuellement dans le siège 1A, le siège de ma fille. Elle a dit à l'équipage que j'étais agressive et exige que je sois déplacée en économie ou retirée de l'avion. »« Nina, s'il vous plaît. » balbutia Philippe, la panique montant dans sa voix. « Elle ne sait pas qui vous êtes. Elle peut être difficile. » »« Elle n'est pas difficile, Philippe. Elle est un passif. Je regarde l'hôtesse de l'air en ce moment. Elle est sur le point d'appeler la police pour me faire retirer. Si je descends de cet avion, l'accord est mort. Je retirerai l'offre avant d'atteindre la passerelle. »« Non, 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 non. » cria Philippe. « Ne quittez pas cet avion. Passez-moi l'hôtesse maintenant. » Nina sourit. Elle éloigna le téléphone de son oreille et le tendit à Sophie. « C'est pour vous, » dit Nina. Sophie avait l'air confuse. « Qui est ce ? La raison pour laquelle cet avion ne bouge pas, » dit Nina. Sophie prit le téléphone, l'air sceptique. « Allô, c'est Sophie, la chef de cabine du vol 104. » Nina regarda le visage de Sophie. Il passa d'agacé à confus à pâle à absolument blanc fantomatique en l'espace de 10 secondes. « Oui, monsieur Moreau, je ne savais pas. »« Oui, elle l'est. »« Non, je comprends. Mais madame Moreau a dit. »« Oui, monsieur. »« Oui, immédiatement. »« Je comprends. »« Oui, monsieur. » La main de Sophie tremblait quand elle rendit le téléphone à Nina. Elle avait l'air sur le point de vomir. « Tout est résolu ?» demanda Nina en reprenant le téléphone. « Oui, mademoiselle Roussel, » murmura Sophie. « Je suis vraiment, vraiment désolée. Je n'avais aucune idée. Ne vous excusez pas auprès de moi, » dit Nina en passant devant elle. « Réglez ça. » Développement de silence dans l'office était lourd, rompu seulement par le bourdonnement de l'unité de puissance auxiliaire de l'avion. Sophie, la chef de cabine, fixait le téléphone dans sa main comme s'il s'agissait d'une grenade vivante. Elle venait d'être réprimandée par un VIP, le mari de sa passagère problème membre diamant, et on lui avait ordonné de traiter la femme tranquille, en souhaite à capuche comme de la royauté. Sophie avala difficilement. Elle se tourna vers Nina.
Le changement de son comportement fut instantané. L'autorité condescendante avait disparu. À sa place se trouvait un besoin frénétique et terrifiant de sauver son propre emploi. Mademoiselle Roussel, balbutia Sophie en rendant le téléphone à deux mains, un geste presque comme une offrande. Je m'excuse sincèrement. Il y a eu un grave malentendu. Je vais résoudre ceci immédiatement. Nina prit le téléphone et le glissa dans sa poche. Son expression ne changea pas. Elle ne se vanta pas. Elle regarda simplement le rideau les séparant de la cabine. Ma fille est debout dans l'allée, dit Nina calmement. Et cette femme est dans son siège. Plus pour longtemps, dit Sophie en redressant son uniforme. Elle ouvrit brusquement le rideau. Nina suivit Sophie. La cabine était tendue. Les autres passagers de la rangée, les hommes d'affaires en D et un couple âgé en C regardaient avec un souffle retenu. Hélène Moreau était confortablement installée dans le siège 1A. Ses chaussures enlevées, feuilletant un magazine. Inconsciente de l'hiver nucléaire descendant sur elle, Maëlle se tenait près de la porte du cockpit, serrant Monsieur Carotte, l'air petite et terrifiée. Nina alla directement vers elle, la soulevant et murmurant « Ça va, bébé, maman a réglé ça ». Sophie marcha jusqu'au siège 1A. « Madame Moreau ». Hélène ne leva pas les yeux. « Je ne suis pas intéressée par le repas pré-départ. Merci. Apportez-moi juste une eau pétillante. » « Madame Moreau », dit Sophie, sa voix plus forte, dépouillée de sa chaleur habituelle du service client. « J'ai besoin que vous rassembliez vos affaires et que vous quittiez ce siège immédiatement. » Hélène se figea. Elle baissa lentement son magazine, regardant par-dessus ses lunettes de lecture. « Pardon ? Ce siège est assigné à mademoiselle Maëlle Roussel. Vous êtes au siège 2A. Vous devez bouger maintenant. » Hélène rit. Un son aigu et cassant. « Nous en avons déjà discuté. La fille va bien à l'arrière. Je reste ici. Si vous avez un problème, vérifiez à nouveau mon statut. » « J'ai vérifié votre statut, » dit Sophie. Et puis elle lâcha la bombe. « Et je viens de parler à monsieur Philippe Moreau au téléphone. » La couleur quitta le visage d'Hélène si rapidement qu'on aurait dit un tour de magie. « Vous avez appelé Philippe ?»« Mademoiselle Roussel l'a appelé, » corrigea Sophie en désignant Nina. « Et monsieur Moreau a été très clair. Il a demandé que vous retourniez à votre siège assigné immédiatement et que vous laissiez mademoiselle Roussel et sa fille complètement tranquilles. Il a également mentionné que s'il y a d'autres perturbations, il nous autorise à vous retirer du vol. » La cabine devint mortellement silencieuse. L'homme d'affaires en D retira même ses écouteurs anti-bruit pour écouter. Hélène regarda Nina, puis Sophie, sa bouche s'ouvrant et se fermant comme un poisson hors de l'eau. La dynamique de pouvoir s'était inversée si violemment qu'elle avait un coup du lapin. Il n'a pas dit ça, murmura Hélène, sa voix tremblant d'indignation. Il ne le ferait pas. Voulez-vous que je le rappelle ? Demanda Nina. Elle n'avait pas élevé la voix. Elle se tenait dans l'allée, tenant sa fille, regardant Hélène avec le genre de pitié qu'on réserve à un bambin mal élevé. Hélène fixa Nina. Pour la première fois, elle la regarda vraiment. Elle vit la confiance, l'absence de peur. Elle réalisa avec un sentiment de naufrage dans l'estomac qu'elle avait marché sur une mine terrestre. Bien, siffla Hélène. Elle se précipita pour attraper ses affaires. Elle fourra ses pieds dans ses talons, attrapa le lourd sac Birkin et arracha son manteau. C'est ridicule, marmonna Hélène, surtout pour elle-même, essayant de sauver un lambeau de dignité alors qu'elle se levait. Un traitement absolument ridicule. Je vais déposer une plainte formelle. S'il vous plaît, faites-le, dit Sophie froidement. Passez dans l'allée, s'il vous plaît. Hélène sortit. Nina ne bougea pas. Hélène dut se presser contre Nina, se pressant contre la cloison pour passer. Excusez-moi, cracha Hélène. Vous êtes excusée, dit Nina en s'avançant pour laisser Maëlle dans le siège, alors qu'Hélène se traînait vers la rangée 2. Le mauvais siège qu'elle avait si véhémentement rejeté. Elle pouvait sentir les yeux de toute la cabine sur elle. L'homme d'affaires en décroisa le regard de Nina et lui fit un hochement de tête subtil et respectueux. Nina installa Maëlle en 1A. Voilà, ma puce. Mets ta ceinture de sécurité. La méchante dame est partie, murmura Maëlle. Elle est juste derrière nous, bébé. Mais elle ne peut pas te faire de mal. Maman est juste là. Nina s'assit en un bite, le siège côté couloir. Elle était directement devant Hélène. Elle pouvait entendre Hélène froisser agressivement des papiers et claquer sur l'hôtesse de l'air dans la rangée derrière elle. Nina prit une profonde respiration, laissant finalement tomber ses épaules. Elle ouvrit son ordinateur portable. Elle avait 12 heures pour se préparer à acheter l'entreprise du mari d'Hélène et elle avait le sentiment que le vol allait être très, très long. Les 3 premières heures du vol furent une étude de tension. La cabine première d'Air France, habituellement un sanctuaire de sommeil et de productivité tranquille, ressemblait à une cage de combat où la cloche n'avait pas encore sonné. L'avion s'était nivelé à 10 000 mètres au-dessus de l'Atlantique.
Les lumières de la cabine étaient tamisées dans une teinte violette apaisante. Le service du dîner était en cours. L'odeur du pain chaud et du poulet rôti remplissait l'air. Nina avait installé une forteresse. Elle avait des écouteurs, son ordinateur portable ouvert et une pile de feuilles de calcul concernant la chaîne d'approvisionnement logistique de Morrow Global à Rotterdam. Les chiffres étaient mauvais, pire qu'elle ne le pensait. Philippe Morrow saignait de l'argent depuis 3 ans, le couvrant avec des prêts à court terme. L'entreprise était un navire en train de couler, et Nina était la seule à offrir un canot de sauvetage. Derrière elle, en 2A, Hélène ne dormait pas. Elle buvait. Nina pouvait entendre le son distinct d'un verre de vin rempli. Encore et encore. Julien. La voix d'Hélène était légèrement pâteuse, tranchant à travers la cabine silencieuse. Julien, ce vin est bouchonné. Apportez-moi un autre. Madame, c'était une bouteille fraîche. La voix de Julien était patiente mais tendue. Il a le goût du vinaigre. Enlevez-le. Et dites-moi, pourquoi le service est-il si lent? Est-ce parce que vous passez tout votre temps en rangée 1? Nina tapa plus fort, ignorant la pique. Je vous vois, vous savez, dit Hélène en élevant la voix pour qu'elle porte par-dessus le dossier du siège. Je vois ce que vous faites. Nina fit une pause. Elle ne se retourna pas. Vous pensez que vous êtes spécial parce que vous connaissez mon mari? Continua Hélène, sa voix dégoulinant de venin. Philippe a un faible pour les cas de charité. Il vous a probablement rencontré à une collecte de fonds, n'est-ce pas? Vous a donné un petit coup de main. Nina ferma les yeux pendant une seconde, comptant jusqu'à 3. Ne t'engage pas. Tu es la PDG. Elle est le passif. Maman. Maëlle retira ses écouteurs. Pourquoi elle nous parle? Elle ne nous parle pas, Maëlle. Elle se parle à elle-même. Remets ton film. Mais Hélène ne s'arrêtait pas. L'alcool l'avait mardi, dépouillant le vernis social pour révéler le préjugé laid en dessous. Elle se leva, ostensiblement pour aller aux toilettes, mais elle s'arrêta juste à côté du siège de Nina. Elle s'appuya sur le diviseur d'intimité de Nina, dominant au-dessus d'elle. Les yeux d'Hélène étaient vitreux, son rouge à lèvres légèrement bavé. « Je sais ce que vous êtes », murmura Hélène en se penchant. Nina leva finalement les yeux. Elle retira lentement ses écouteurs anti-bruit. « Et qu'est-ce que c'est, Madame Morrow? Vous êtes l'une de ses assistantes. Ou peut-être une embauche diversité aux RH, c'est ça, n'est-ce pas ?» ricana Hélène en regardant l'écran de l'ordinateur portable. Ses yeux essayèrent de se concentrer sur le texte. Lire des fichiers d'entreprise dans un avion public. C'est une violation des protocoles de confidentialité. Je pourrais vous faire licencier pour ça. Nina regarda l'écran qui affichait une ventilation confidentielle du ratio dette-fonds propre de Morrow Global. Je ne pense pas que vous vouliez lire ceci, Hélène. Dit Nina doucement. Ne m'appelez pas Hélène. Claqua-t-elle. Vous m'appelez Madame Morrow. Et quand nous atterrirons à Londres, je vais avoir une discussion avec Philippe. Il a peut-être eu pitié de vous à Paris, mais quand je lui dirai que vous étiez impolie, agressive et que vous montriez des documents d'entreprise partout, vous aurez de la chance si vous gardez votre pension. Nina la fixa. L'ironie était si épaisse qu'elle aurait pu s'étouffer avec. Cette femme menaçait de licencier la personne qui traversait l'océan pour sauver son mari de la faillite. Madame Morrow, dit Nina, sa voix tombant dans un registre dangereux et bas. Je vais vous donner un conseil. Retournez à votre siège, buvez de l'eau et arrêtez de parler, parce que chaque mot que vous dites rend la vie de votre mari considérablement plus difficile. Hélène ricana. Vous pensez avoir du pouvoir? Vous n'avez rien. Vous êtes assise dans un siège où vous n'appartenez pas, prétendant être importante. Elle se pencha plus près, son haleine sentant le merlot cher. Vous n'êtes qu'une bouche-trou, un inconvénient temporaire. Hélène se redressa, ajusta sa veste Chanel et trébucha vers la salle de bain. Nina la regarda partir. Elle sentit un tapotement sur son épaule. C'était Julien, l'hôtesse de l'air. Il avait l'air mortifié. Mademoiselle Roussel, murmura-t-il. Je suis vraiment désolé. Nous pouvons la couper. Nous pouvons. Non. Dit Nina, un plan froid se formant dans son esprit. Laissez-la boire. Laissez-la parler. En fait, si elle veut un autre verre, donnez-le lui. Madame. Documentez juste, Julien. Notez tout ce qu'elle dit. Chaque menace, chaque insulte, chaque interaction. Nous le faisons déjà, madame. Le capitaine est au courant. Bien. Nina se retourna vers son ordinateur portable. Elle ouvrit un nouveau brouillon d'email. Objet, conditions d'acquisition, amendement tel commença à taper. Si Hélène Morrow voulait jouer au jeu du statut, Nina allait réécrire les règles. 2 heures plus tard, la cabine était sombre. La plupart des passagers dormaient. Maëlle était recroquevillée sous sa couette, profondément endormie, serrant Monsieur Carotte. Nina était bien réveillée. Le Wi-Fi sur le vol était capricieux, mais il fonctionnait suffisamment pour les emails. Elle venait de recevoir une réponse de son directeur juridique à Paris.
Objet erreur, moraux global, clause de moralité message, la clause est standard, mais nous pouvons la renforcer. Si un dirigeant ou un membre de sa famille immédiate cause un dommage à la réputation de la société mère, Roussel-Maury, cela déclenche une réduction de l'indemnité de départ pour motif valable. Êtes-vous sûr de vouloir l'ajouter maintenant? Cela pourrait les effrayer. Nina regarda l'arrière du siège devant elle. Elle pouvait entendre Hélène ronfler bruyamment en rangée 2, un son dur et grinçant qui correspondait parfaitement à sa personnalité. Nina retapa ajouter là, non négociable, et préparer l'accord d'achat final. Je veux qu'il soit prêt à être signé dès que j'atterris. Soudain, le ronflement s'arrêta. Il y eut du mouvement en rangée 2. Hélène était réveillée et agitée. Elle se leva à nouveau, chancelant légèrement. Elle se déplaça dans l'allée et vit l'écran de Nina brillant dans l'obscurité. La curiosité, ou peut-être juste la malveillance, l'attira. Elle se tint à côté du siège de Nina à nouveau. Toujours au travail, petite abeille ouvrière. Nina ne minimisa pas la fenêtre cette fois. Elle laissa le titre en gras du document briller sur l'écran. Roussel-Maury logis de Moreau Globa plissa les yeux. Elle se frotta les yeux. Elle lut les mots. Acquisition. Marmonna Hélène. Qu'est-ce que c'est? Elle se pencha, envahissant complètement l'espace personnel de Nina. Pourquoi avez-vous ça? Ça dit Roussel-Maury. Nina tourna lentement la tête. Oui, c'est vrai. C'est le concurrent, dit Hélène, son cerveau luttant pour rattraper à travers le brouillard de l'alcool. Pourquoi lisez-vous un contrat de Roussel-Maury? Je ne le lise pas, Hélène, dit Nina. Je l'écris. Hélène cligna des yeux. Quoi? J'écris le contrat, répéta Nina. Celui que votre mari va signer demain matin. Celui qui empêche la banque de saisir votre maison à Deauville. Celui qui sauve sa pension. Hélène rit, mais c'était un son nerveux et tremblant. Vous êtes une personne insignifiante. Vous êtes en siège un byte. Je suis la PDG de Roussel-Maury Logistique, dit Nina. Elle n'avait pas besoin de le crier. La vérité frappa l'air comme un marteau. Je suis la personne qui se rend à Londres pour acheter l'entreprise de votre mari. Continua Nina, ses yeux se verrouillant sur ceux d'Hélène. Je suis le conseil que vous essayez d'impressionner. Et pendant les 5 dernières heures, vous m'avez insulté, vous avez agressé ma fille et vous avez menacé mon personnel. Hélène la fixa. Sa bouche pendait ouverte. Elle regarda l'ordinateur portable, puis Nina, puis l'enfant endormi en Anna. Les pièces s'assemblèrent violemment. La réunion importante. La panique de Philippe au téléphone. La déférence soudaine de l'équipage envers Nina. Non, murmura Hélène. Non, ce n'est pas. Vous ne pouvez pas être. Cherchez sur Google, dit Nina en désignant son téléphone. Le Wi-Fi est gratuit pour les clients Orange. Cherchez Nina Roussel. Hélène chercha frénétiquement son téléphone dans sa poche. Ses mains tremblaient incontrôlablement. Elle tapota l'écran, ses longs ongles cliquant frénétiquement. Elle vit la photo. Couverture du magazine des Échos. Nina Roussel. La reine de la Supplichin. La femme sur la couverture portait un costume tranchant. Mais ses yeux féroces et intelligents étaient exactement les mêmes que ceux qui la fixaient depuis le siège un bail. Hélène laissa tomber son téléphone. Il atterrit sur la moquette avec un bruit sourd. Oh mon Dieu! Souffla Hélène. La réalisation la submergea, un seau d'eau glacée froid et dégrisante. Elle n'avait pas juste été impolie envers une passagère. Elle venait d'insulter personnellement la femme tenant le chéquier qui contrôlait tout son avenir. Je ne savais pas. Balbutia Hélène en reculant. Je pensais que vous étiez. Vous pensions que j'étais quelqu'un que vous pouviez intimider. Fini Nina pour elle. Vous pensions que parce que je suis noire et en leggings et que j'ai un enfant, je ne pouvais pas être votre égal, encore moins votre supérieur. J'étais fatiguée. Essaya Hélène, sa voix montant dans la panique. J'ai été sous tellement de stress. Philippe a été. Les choses ont été difficiles. Les choses vont devenir plus difficiles, dit Nina froidement. S'il vous plaît, dit Hélène en tendant une main. S'il vous plaît, ne dites rien à Philippe. Il me tuera s'il sait que je vous ai offensé. L'accord est toujours sur la table, dit Nina, parce que je ne prends pas de décision commerciale basée sur l'émotion. Je les prends basées sur le profit. Et l'entreprise de votre mari a des actifs que je veux. Hélène laissa échapper un souffle de soulagement. Oh, Dieu merci. Nous pouvons juste mettre ça derrière nous. Un malentendu entre dames. Nina sourit. C'était un sourire terrifiant. Non, Hélène. Nous n'allons pas mettre ça derrière nous. Vous voyez, bien que l'accord se produise toujours, les termes ont changé. Nina pointe à l'écran. Je viens d'ajouter une nouvelle clause. On l'appelle une pénalité de conduite. Effectivement, à cause de votre comportement sur ce vol, je baisse le prix d'achat de 10%. C'est environ 4 millions d'euros. Cela vient directement du paiement des capitaux propres. Votre paiement. Hélène halta, se serrant la poitrine.
Vous ne pouvez pas faire ça. Je viens de le faire, dit Nina. Et je vais dire à Philippe exactement pourquoi il perd 4 millions d'euros quand nous atterrirons. Je vais lui dire que c'était le prix du billet de première classe de sa femme. Hélène avait l'air sur le point de s'évanouir. Elle attrapa le dossier du siège de Nina pour se stabiliser. Maintenant, dit Nina en se retournant vers son écran. Allez vous asseoir. Et si j'entends un autre son de la rangée 2, même une toux, je baisse le prix d'un autre million. Testez-moi. Hélène s'enfuit. Elle ne marcha pas. Elle courut pratiquement vers la rangée 2, plongeant dans son siège et tirant la couverture sur sa tête. Pour le reste du vol, il n'y eut pas un son du 2A. Pas un ronflement, pas un tintement de verre. Un silence terrifié complet. Nina prit une gorgée d'eau. Elle regarda Maëlle, qui souriait dans son sommeil. « Dors bien, bébé », murmura Nina. « Maman s'occupe des affaires. » L'avion filait à travers la nuit, fonçant vers Londres, où le vrai jugement attendait au sol. Conclusionne le roue de la 330 d'Air France s'abattirent sur le tarmac mouillé de Londres Heathrow à 9h15, heure locale. L'impact secoua la cabine, un signe de ponctuation physique à la guerre psychologique qui s'était déroulée au-dessus de l'Atlantique. À l'intérieur de la cabine, le signal d'attacher les ceintures s'éteignait avec un ding. Habituellement, c'est le moment de la ruée en première classe, le lever agressif, l'attrapage de sacs, la bousculade pour être le premier à descendre. Mais aujourd'hui, les rangées 1 et 2 bougeaient à des vitesses différentes. Hélène Moreau fut debout avant même que l'avion ne soit complètement arrêté à la porte. Elle avait l'air hagarde. Sa veste Chanel était froissée. Ses cheveux étaient légèrement de travers et ses yeux regardaient nerveusement autour. Elle attrapa son sac Birkin avec un désespoir suggérant qu'elle fuyait une scène de crime. Elle voulait descendre, rejoindre son chauffeur et peut-être intercepter Philippe avant qu'il ne voie Nina. Elle devait façonner le récit La femme noire en colère. L'agresseur, le malentendu. Elle poussa devant l'hôtesse de l'air. Julien, sans établir de contact visuel. « Au revoir, Madame Moreau », dit Julien, sa voix plate. Elle l'ignora et se précipita sur la passerelle d'embarquement dès que la porte s'ouvrit. Nina Roussel, cependant, ne se précipita pas. Elle réveilla Maëlle doucement. Elle l'aida à mettre son petit imperméable rose. Elle vérifia sous le siège les jouets perdus. Elle rangea son sac d'ordinateur portable avec une précision calme et délibérée. « On est à Londres, maman ?» Maëlle se frotta les yeux. « Nous y sommes, bébé. Il est temps d'aller rencontrer des gens. » Nina marcha vers la porte de l'avion. Sophie, la chef de cabine, l'attendait là. Elle tenait une enveloppe blanche scellée. « Mademoiselle Roussel », dit Sophie, sa voix feutrée. « Ceci est le rapport d'incident signé par moi-même, Julien et le capitaine. Il détaille la confrontation initiale, le refus de s'asseoir au siège assigné, le contact physique avec votre fille et le harcèlement verbal concernant votre statut d'emploi. » Nina prit l'enveloppe. Elle semblait lourde comme une arme. « Merci, Sophie. J'espère que je n'aurai pas à utiliser ceci, mais j'apprécie votre diligence. Nous avons également signalé son profil, » ajouta Sophie, un petit sourire vindicatif touchant ses lèvres. Elle a été placée sur la liste de non-surclassement pendant 6 mois en attente de révision. Bon voyage, Mademoiselle Roussel. Nina descendit la passerelle d'embarquement, tenant la main de Maëlle. Elle sentit une montée d'adrénaline. La fatigue avait disparu. Elle était en mode chasse. Elles passèrent les douanes rapidement grâce au service VIP accéléré que l'équipe de Nina avait organisé. En entrant dans le hall des arrivées, la scène était chaotique, chauffeurs tenant des panneaux, familles s'embrassant, le bourdonnement habituel de l'aéroport. Et là, debout près de la barrière, l'air pâle et anxieux, se tenait Philippe Moreau. C'était un grand homme, 60 ans, avec le genre de cheveux argentés qui commandait habituellement le respect. Aujourd'hui, cependant, il ressemblait à un homme marchant vers l'échafaud. À côté de lui se tenait Hélène. Hélène venait manifestement d'arriver quelques instants auparavant. Elle agrippait le bras de Philippe, chuchotant frénétiquement dans son oreille. Elle était animée, pointant vers la sortie, jouant la victime. Nina pouvait voir la performance de 15 mètres. Hélène tamponnait ses yeux. Philippe avait l'air confus, essayant de la calmer. Puis Philippe leva les yeux. Il vit Nina. Nina ne sourit pas. Elle ne fit pas signe. Elle marcha simplement vers eux, ses talons cliquant rythmiquement sur le sol poli, Maëlle sautillant joyeusement à côté d'elle. Philippe secoua la main d'Hélène de son bras et s'avança. « Nina », dit Philippe, sa voix tendue. « Bienvenue à Londres. »« Bonjour, Philippe », dit Nina doucement. Elle tendit la main. Philippe la serra. Sa paume était moite. Hélène se tenait quelques mètres en arrière, ressemblant à un animal acculé. Elle ne regardait pas Nina dans les yeux. « Je suppose que le vol a été mouvementé », demanda Philippe en jetant un coup d'œil nerveux à sa femme. « Il a été informatif », corrigea Nina. « Très informatif. Cela m'a donné beaucoup de temps pour réviser les détails finaux de notre accord. »
Hélène laissa échapper un petit couinement étranglé. Philippe, interrompit Hélène, sa voix aiguë. Je t'ai dit qu'elle était. Tais-toi, Hélène. Claqua Philippe. C'était la première fois que Nina l'entendait élever la voix envers sa femme. Tais-toi juste. Il se retourna vers Nina. Mon chauffeur est ici. J'ai une voiture séparée pour Hélène. Elle rentre à la maison. Vous et moi, nous allons directement au bureau. Les avocats attendent. En fait, Philippe, dit Nina en vérifiant sa montre. Il y a eu un changement de plan. Je dois d'abord déposer Maëlle à l'hôtel avec sa nounou. Et concernant le fait qu'Hélène rentre à la maison. Nina regarda Hélène, puis Philippe. Je pense qu'Hélène devrait venir à la réunion. Philippe cligna des yeux. Quoi? Pourquoi? Elle n'est pas membre du conseil. Elle n'a aucun droit de vote. Non, dit Nina froidement. Mais elle est une actionnaire importante dans la fiducie familiale. Et puisque les nouveaux termes de l'accord affectent directement la fiducie familiale, je pense qu'elle doit être dans la pièce pour comprendre exactement ce qui s'est passé à 10 000 mètres. Je n'y vais pas. Cracha Hélène. Je suis fatiguée. Je rentre à la maison de ville. Si elle ne vient pas, dit Nina à Philippe en ignorant complètement Hélène. Je m'en vais maintenant. Je reprends un avion pour Paris, et Morrow Global déclare faillite d'ici vendredi. La menace resta suspendue dans l'air. L'agitation d'Itro sembla s'estomper. Philippe regarda le visage de Nina et vit une résolution de pierre froide. Il regarda sa femme, qui tremblait. Monte dans la voiture, Hélène. Dit Philippe, sa voix vaincue. Philippe, dit Hélène. Monte dans la voiture. Rugit-il, faisant sursauter un touriste qui passait. Nous allons au bureau, toutes les deux. Nina sourit à Maëlle. Allez, ma chérie. Allons trouver notre voiture. Elle a une télé dedans. Alors qu'elle marchait vers le trottoir, Nina sortit son téléphone. Elle envoya un SMS à son équipe juridique à Londres. Imprimez l'amendement B. Nous procédons avec la pénalité complète. Ayez les papiers prêts sur la table. Le trajet vers Canary Wharf fut silencieux dans la voiture de Philippe. Dans celle de Nina, pas d'un ton de jouet pour Maëlle. Nina regarda le ciel gris de Londres défiler. Elle se sentait calme. Elle ne faisait pas cela par dépit. Elle le faisait par principe. Et en affaires, les principes coûtaient cher. Le siège de Morrow Global était situé au 40e étage d'une tour étincelante à Canary Wharf. C'était un monument à une époque révolue de domination britannique du transport maritime, table en acajou, peinture à l'huile de navire et une vue sur la Tamise qui coûtait une fortune. Mais l'atmosphère à l'intérieur de la salle de réunion était funèbre. 10 personnes étaient assises autour de la table ovale massive. D'un côté, Philippe Moreau, son directeur financier et 2 avocats hors de prix d'un cabinet du Magic Circle. De l'autre côté, Nina Roussel, son directeur juridique qui avait volé un jour plus tôt, et son spécialiste des fusions et acquisitions, et assise dans le coin. Sur une chaise écartée de la table comme une écolière punie, se trouvait Hélène Moreau. Elle serrait une tasse de café, le visage pâle, fixant le sol. Nina s'assit au bout de la table. Elle s'était changée de ses vêtements de voyage en un tailleur pantalon bleu marine qui coûtait plus cher que le vol d'Hélène. Elle avait l'air d'une conquérante. Commençons-nous? Demanda Nina. Nous avons les papiers préparés, dit l'avocat de Philippe en faisant glisser un épais classeur sur la table. Les termes sont, comme discuté la semaine dernière, un rachat de tous les actifs à 120 € par action, prise en charge de toutes les dettes et un package de rétention pour la direction clé. Nina ne toucha pas le classeur. C'étaient les termes la semaine dernière, dit Nina. Mais comme je l'ai mentionné à Philippe, le processus de due diligence se poursuit jusqu'à ce que l'encre soit sèche. Et pendant mon transit, j'ai découvert un passif important concernant la marque Moreau. Philippe tressaillit. Il savait ce qui arrivait. Quel passif? Demanda l'avocat adverse, confus. Nous avons divulgué toutes les dettes financières. Ce n'est pas financier, dit Nina. C'est réputationnel. Elle plongea la main dans son sac et sortit l'enveloppe blanche que Sophie lui avait donnée. Elle sortit également son propre ordinateur portable. Pendant le vol, commença Nina, sa voix résonnant clairement dans la salle silencieuse. J'ai été soumise à du harcèlement, des préjugés raciaux et des tentatives d'intimidation par un membre de la famille Moreau. Les avocats regardèrent Hélène. Hélène se recroquevilla dans sa chaise. Madame Hélène Moreau, continua Nina, a tenté de retirer physiquement ma fille de 7 ans de son siège assigné. Elle a jeté un sac lourd sur elle. Elle a verbalement abusé de l'équipage. Elle a menacé mon emploi, supposant que j'étais une subordonnée, et elle a tenté de tirer parti de la position de son mari pour intimider une cliente payante. C'est une affaire privée, intervint rapidement l'avocat de Philippe. Elle n'a aucun rapport avec l'entité corporative. Elle a tout à voir. Contra Nina. Morrow Global dépend de partenariats internationaux transport maritime vers l'Afrique, vers l'Asie, vers les Amériques.
Si la femme du président, qui est une personnalité publique et actionnaire, est vue en train d'agresser un enfant noir et d'abuser du personnel, c'est un cauchemar de relations publiques que Roussel Mori Logistique n'héritera pas. Nina fit glisser une seule feuille de papier sur la table. Ceci est l'amendement B. Dit Nina. La clause de pénalité de conduite. Philippe ramassa le papier. Ses mains tremblèrent en le lisant. Qu'est-ce qu'il dit? Murmura Hélène du coin. Philippe ne répondit pas. Il ferma juste les yeux. Il dit. Répondit Nina pour lui en regardant directement Hélène, qu'en raison du risque élevé de dommages à la réputation causé par la famille Moreau, le prix d'achat est réduit. Réduit de combien? Demanda l'avocat en parcourant le document. Ses yeux s'élargirent. Ceci, c'est une réduction de 10%. C'est 4,2 millions d'euros. Correct, dit Nina. C'est scandaleux. Hélène se leva. Vous ne pouvez pas faire ça. C'est mon argent. C'est notre retraite. Assieds-toi, à Hélène. Philippe claqua sa main sur la table. C'est le coût de faire des affaires, dit Nina calmement. Vous avez coûté 4 millions à l'accord, Hélène. Vous vouliez un siège Hublot? Vous venez d'acheter le siège Hublot le plus cher de l'histoire de l'aviation. La salle fut mortellement silencieuse. Les avocats calculaient. Ils savaient qu'ils n'avaient aucun levier. Moreau Global était à quelques semaines de l'insolvabilité. Ils devaient vendre. Nina était la seule acheteuse. Cependant, dit Nina en se penchant en avant, je suis prête à renoncer à la moitié de la pénalité. Je vais baisser la déduction à 2 millions à une condition. N'importe quoi, dit Philippe. Nommez-la. Hélène est retirée de toute association avec l'entreprise immédiatement. Pas de siège au conseil, pas de titre honorifique, pas de voiture de société, pas d'accès au compte corporatif. Nina fit une pause. Et elle émet des excuses écrites publiques à l'équipage du vol Air France nommant spécifiquement Sophie et Julien pour son comportement abusif. Hélène halta. Je ne m'excuserai pas auprès de domestiques. Nina se leva. Elle commença à emballer son ordinateur portable. D'accord, alors l'accord est annulé. Je retourne à Paris. Philippe, bonne chance avec les créanciers. Elle fit 2 pas vers la porte. Signe-le, hurla Philippe. Il se tourna vers sa femme, son visage violet de rage. Tu vas signer les excuses, Hélène, et tu vas sortir de ce bâtiment et ne jamais revenir. Tu m'as humilié. Tu as presque détruit cette famille. Signe ce fichu papier. Hélène regarda son mari. Elle vit un étranger. Elle regarda les avocats qui la regardaient avec dégoût. Elle regarda Nina, qui attendait avec la patience d'un sphinx. Hélène Moreau, la femme qui pensait posséder le monde, marcha lentement vers la table. Elle prit le stylo. Sa main tremblait si violemment qu'elle pouvait à peine écrire. Elle signa la démission. Elle signa les excuses. Merci, dit Nina. Elle se rassit. Maintenant, signons l'acquisition. Pendant l'heure suivante, les signatures furent échangées. L'entreprise fut vendue. Roussel Mori Logistique possédait maintenant Moreau Global. Quand la réunion se termina, Philippe se leva. Il avait l'air 10 ans plus vieux. Nina, dit-il doucement. Je suis désolé. Je sais que vous l'êtes, Philippe, dit Nina. Vous êtes un homme bien. Vous avez juste un angle mort. Je suggère que vous le corrigiez. Nina sortit de la salle de réunion. Nina ne revit plus Hélène, mais elle entendit parler d'elle. L'histoire des excuses fuit, comme ces choses ont tendance à le faire. L'incident Moreau devint un conte moral dans la haute société londonienne. Hélène fut discrètement mise à l'écart du circuit des galas de charité. Philippe demanda le divorce 3 mois plus tard, citant des différences irréconciliables. Les 4 millions finalement négociés à une pénalité de 2,5 millions que Nina avait sauvés pour l'entreprise furent mis dans un nouveau fonds. Nina le nomma la bourse Maël Roussel. Elle fournissait des bourses universitaires complètes pour les enfants d'employés de compagnies aériennes qui voulaient étudier la logistique et l'ingénierie. 1 an plus tard, Nina était de retour dans un avion Première Air France, CDG vers Londres. Elle monta dans l'avion avec Maël, qui avait maintenant 8 ans. Bon retour, mademoiselle Roussel. C'était Julien. Il rayonnait. Sophie était là aussi, souriant d'une oreille à l'autre. Nous avons vos sièges prêts, dit Julien. Un art et un bite. Nina sourit. Elle s'assit, enleva ses chaussures et accepta une coupe de champagne. Elle regarda par le hublot le tarmac. Le monde était vaste et compliqué. Mais parfois, juste parfois, la justice était servie à 10 000 mètres. Maman, demanda Maël en attachant sa ceinture. Est-ce ce que quelqu'un va prendre nos sièges aujourd'hui? Nina rit, un son riche et chaleureux qui remplit la cabine. Non, bébé, dit-elle en trinquant son verre contre la brique de jus de Maël. Personne ne prendra plus jamais nos sièges. Et c'est ainsi que Nina Roussel ne gagna pas seulement une dispute de siège. Elle gagna la guerre. C'est un rappel puissant que vous ne savez jamais vraiment à qui vous parlez. Hélène Moreau vit un sweat à capuche et un chignon décoiffé et supposa de la faiblesse.
Elle ne réalisa pas qu'elle embêtait une lionne endormie. Dans un monde où les gens tentent constamment de se faire valoir ou d'utiliser leur statut pour rabaisser les autres, l'histoire de Nina se dresse comme un monument au pouvoir tranquille. Elle n'a pas crié. Elle n'a pas combattu salement. Elle a simplement utilisé les reçus, les faits et sa valeur indéniable pour renverser le script. Le karma n'est pas toujours cosmique. Parfois, c'est une clause dans un contrat. Alors la prochaine fois que vous êtes dans un avion ou dans un café ou n'importe où dans la vie, soyez gentil parce que la personne envers qui vous êtes impoli pourrait juste être celle qui détient les clés de votre avenir. Wow! Quel voyage, n'est-ce pas? J'ai encore des frissons en pensant à cette scène de salle de réunion. Si vous avez apprécié cette histoire de justice, de karma et de mouvement de boss, appuyez sur ce bouton j'aime maintenant. Cela aide vraiment la chaîne à se développer et me fait savoir que vous voulez plus d'histoires comme celle-ci. Et écoutez, si vous avez déjà eu affaire à une Hélène dans votre vie, quelqu'un qui vous a jugé avant de vous connaître, racontez-moi votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Je les lis tout. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas manquer l'épisode de la semaine prochaine. Nous avons une histoire folle à venir sur une serveuse qui hérite d'une fortune d'un client que tout le monde ignorait. Vous ne voulez pas la manquer. Merci d'avoir regardé. Restez humble et continuez à voler haut. À la prochaine!